J'ai décroché un job à 5 cents KEUR an. Mon père a exigé 50% pour nous, 30% pour ton frère. J'ai tout quitté et arrêté de payer leurs factures. Maintenant, il arrive. Je me souviens encore de ce moment comme si c'était hier. L'email a retenti sur mon téléphone. Objet, félicitations. Ce n'était pas n'importe quelle offre. C'était l'offre, 500 000 € par an chez Avenir Capital, une grande banque d'affaires. Un emploi de rêve. Mon cœur s'est emballé alors que je fixais les mots, incapable de réaliser ce qui m'arrivait. Pendant des années, j'avais tiré le diable par la queue, cumulant 2 emplois, payant les factures et faisant des économies de bout de chandelle juste pour rester à flot. L'idée que ce genre d'opportunité soit enfin à moi me semblait surréaliste. Je me tenais dans mon minuscule appartement, serrant fermement mon téléphone. Le poids de tout cela, et enfin, la récompense pour chaque nuit blanche, chaque repas sauté, chaque sacrifice. J'allais enfin pouvoir prendre soin de moi, respirer sans le stress constant de jongler avec les factures. Et la première chose que j'ai faite a été d'appeler ma famille. J'avais hâte de partager la nouvelle avec mon père, qui m'avait toujours dit, continue de te battre. Continue d'avancer. Un jour, ça paiera. Mais quand je le lui ai dit, la joie que j'avais ressentie s'est rapidement transformée en confusion. C'est super, Camille. Mais maintenant, tu dois nous aider, a-t-il dit, la voix posée. 50% de ton salaire pour la famille et 30% pour le garage de ton frère. Pas d'excuses. Ces mots m'ont frappé comme une tonne de briques. Mon cœur s'est serré. Mon père, l'homme qui avait toujours insisté sur le fait que la famille était tout, me disait maintenant que tout ce pourquoi j'avais travaillé leur appartenait. Je suis resté figé. Était-ce vraiment en train de se produire? J'avais toujours donné. Mais cette fois, c'était différent. Je n'arrivais pas à me défaire des paroles de mon père. 50% pour nous, 30% pour ton frère, avait-il dit comme si c'était la demande la plus raisonnable du monde. Sa voix, toujours si sûre d'elle, n'a jamais faibli. C'était comme s'il croyait que c'était mon devoir. Non, mon obligation de donner tout ce pourquoi j'avais travaillé. Il n'a même pas pris le temps de considérer mon excitation, mon soulagement, ma chance de pouvoir enfin respirer. Tu sais, nous t'avons élevé, Camille, a-t-il poursuivi, le ton autoritaire ne faiblissant jamais. On t'a tout donné. Maintenant, c'est à ton tour de prendre soin de la famille. Mon cœur s'est emballé alors que je m'asseyais, luttant pour comprendre ce qu'il demandait. Comment pouvait-il penser que c'était acceptable? Il n'avait jamais travaillé une journée entière de sa vie. Jamais compris la valeur des heures que je passais à trimer dans plusieurs emplois juste pour rester à flot. J'avais passé des années à les soutenir, à payer des factures que je n'aurais pas dû avoir à payer. Et maintenant, c'était sa réponse à mon succès. Je voulais crier. Je voulais lui dire que j'avais mérité cela, que ma vie m'appartenait maintenant. Mais quand je l'ai regardé, son visage buriné, ses yeux fatigués, j'ai senti le poids familier de l'obligation qui m'avait toujours tenu en respect. Il était mon père, après tout. Mon esprit s'emballait, mais tout ce que j'ai pu articuler fut un « je ne peux pas vous donner autant, papa », d'une voix tendue. Il n'a pas hésité. Tu te débrouilleras. Tu n'as pas besoin de vivre avec autant. Ce qui compte, c'est la famille. Le garage de ton frère a des difficultés et nous avons besoin de soutien. Nous t'avons élevé. Nous t'avons donné un toit. Maintenant, il est temps de nous rembourser. Je me sentais piégé, étouffé par ces mots. Mon emploi de rêve, la seule chose pour laquelle j'avais travaillé toutes ces années, était soudainement entaché par une demande qui anéantissait presque tout ce que j'avais. J'ai essayé de tenir bon, mais ma résolution a vacillé sous le poids de ces attentes. Pouvais-je vraiment leur tourner le dos? Pouvais-je vraiment refuser alors qu'ils m'avaient élevé? Alors qu'ils avaient toujours été ma famille? Ma main tremblait en raccrochant le téléphone. Que étais-je censé faire maintenant? Au début, j'en ai ri. J'ai pensé que mon père avait peut-être perdu la tête un instant ou qu'il essayait juste de me tester. Il ne pouvait pas être sérieux. Mais ensuite, les appels ont continué, les SMS, la voix douce de ma mère demandant quand je pourrais envoyer le prochain paiement pour les factures de service public. Mon frère Julien mentionnant nonchalamment à quel point son garage avait des difficultés, presque comme s'il était acquis que j'allais aider. J'ai essayé de ne pas y prêter attention, de me convaincre que ce n'était pas aussi grave que ça en avait l'air, mais chaque conversation, chaque demande ébranlait ma résolution.
La voix de mon père devenait plus insistante, plus pleine de droit. Tu as toujours aidé, Camille. Nous avons besoin de toi maintenant plus que jamais. Ce n'était pas une simple demande. C'était une exigence enveloppée de culpabilité. Et j'étais censé tout supporter. Julien a appelé un soir, son ton juste assez suppliant. Sœurette, je suis dans une mauvaise passe. Le garage ne marche pas bien, et je suis en retard sur quelques factures. Peux-tu aider, juste pour un petit moment? Il n'a même pas hésité à mentionner la somme qu'il s'attendait à ce que je couvre, les dépenses de l'entreprise pour quelques mois, de la même manière que j'avais payé pour la maison, pour les services publics, pour tout le reste. Ce n'était même plus une question. Il supposait simplement que je le ferais. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je suis resté assise là, à regarder mon téléphone, sentant le poids de leur dépendance m'étouffer. J'avais été le filet de sécurité pendant si longtemps, mais il était clair maintenant que je ne faisais pas que les aider, je les assistais. Je me perdais dans ce processus, épuisé par leurs demandes constantes, par leur attente que je serais toujours celle qui réparerait tout. Cette nuit-là, j'ai fait mes valises. J'avais passé des années à essayer de me construire une vie, et j'avais l'impression de tout jeter par la fenêtre pour les mêmes personnes qui ne m'avaient jamais demandé une seule fois ce dont j'avais besoin. En faisant mes cartons dans mon appartement, j'ai ressenti un pincement au cœur. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent. Il s'agissait des années que j'avais sacrifiées, des morceaux de moi-même que j'avais abandonnés. Mais en fermant la porte derrière moi, je savais que je ne pouvais pas continuer à vivre comme ça. Je devais reprendre le contrôle, même si cela signifiait lâcher tout ce qui m'avait lié à eux. Il était temps de me choisir. Les premiers jours, j'ai eu l'impression qu'un poids m'avait été enlevé des épaules. Pour la première fois depuis des années, j'avais mon salaire entier pour moi. Je n'avais pas à réfléchir à deux fois avant d'acheter ce que je voulais. Que ce soit un bon repas dans un bon restaurant ou une toute nouvelle paire de chaussures que j'avais toujours convoitée mais que je ne pouvais pas me permettre. Je me suis inscrite à une salle de sport, une chose que j'avais repoussée si longtemps parce que je ne pouvais pas justifier le coût. J'ai même fait un tour au spa local, quelque chose de si simple et pourtant si luxueux. Le sentiment d'avoir de l'argent et, plus important encore, d'en avoir le contrôle, était une liberté que je n'avais pas connue depuis si longtemps. J'étais enfin capable de respirer sans la pression constante des factures qui s'accumulaient, sans le sentiment lancinant que je n'étais qu'un compte en banque pour ma famille. Mais cette liberté n'est pas venue sans son prix. Ça a commencé par un simple SMS de mon père. Les mots soigneusement choisis, conçus pour me faire culpabiliser et me soumettre. Camille, nous avons toujours été là pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas nous aider maintenant? Il a été suivi par des dizaines d'autres, chacun plus désespéré, plus accusateur. Ton frère a des difficultés, a écrit ma mère. Et tu ne peux pas nous laisser comme ça. Au début, je les ai ignorés. J'avais besoin d'espace. J'avais besoin de temps pour profiter de ce pourquoi j'avais si durement travaillé. Mais au fil des jours, les SMS ont continué à arriver, suivis d'appels incessants. La voix de mon père à l'autre bout du fil devenait plus insistante à chaque conversation, un mélange de frustration et de tristesse. Comment peux-tu faire ça à ta famille, Camille? Mon frère Julien n'a pas perdu de temps non plus. C'est égoïste, a-t-il envoyé par SMS. Tu as toujours été là pour nous avant. Pourquoi maintenant? Pourquoi nous abandonnes-tu? La culpabilité me rongeait comme un bourdonnement constant à l'arrière de mon esprit. C'était difficile à ignorer, surtout quand je pouvais entendre leur douleur dans chaque message, chaque appel. Je ne pouvais pas échapper au sentiment que je les trahissais. Même si je savais au fond de moi que je faisais ce qui était juste pour moi, la liberté était mienne. Mais à quel prix? Serais-je un jour capable d'en profiter vraiment sans me demander si j'avais pris la bonne décision? La première lettre d'avocat est arrivée par la poste une semaine après que j'ai arrêté de payer les factures. C'était une mise en demeure formelle, épaisse de jargon juridique et empreinte de ce genre d'autorité froide qui me tordait l'estomac. Mon père me poursuivait en justice pour manquement à l'obligation alimentaire, prétendant que j'avais négligé les besoins de ma famille et qu'en tant que son enfant, j'étais légalement obligé de subvenir à leurs besoins. Il exigeait que je paie une somme substantielle en guise de pension et menaçait de nouvelles poursuites judiciaires si je ne m'exécutais pas. Je n'arrivais pas à y croire. C'était un homme qui avait passé sa vie entière à fuir ses responsabilités. Et pourtant, il essayait de me faire payer pour ses échecs et ceux de la famille. Mes mains tremblaient en lisant la lettre, l'audace de la chose prenant un moment à s'installer. Je n'étais plus simplement face à un conflit familial.
J'étais entraîné dans une bataille juridique que je n'avais pas anticipée. Le poids de tout cela m'a frappé cet après-midi-là. Comment en était-on arrivé là? Comment les personnes que j'avais toujours essayé d'aider, celles pour qui j'avais tout sacrifié, s'étaient-elles retournées contre moi de cette manière? Je savais que je ne pouvais pas affronter cela seul. J'ai contacté une avocate spécialisée en droit de la famille, une femme nommée Maître Claire, qui avait déjà traité des cas comme le mien. Quand j'ai expliqué la situation, Maître Claire a écouté en silence, prenant des notes, son visage impénétrable. Il ne s'agit pas seulement de dynamique familiale, a-t-elle dit, le ton ferme. Il y a plus en jeu ici. Camille, les affirmations de votre père ne sont pas seulement émotionnelles, elles sont financières. C'est là que tout a commencé à s'effilocher. Maître Claire m'a aidé à fouiller dans l'historique financier de mon père, et ce que nous avons trouvé m'a glacé le sang. Il y avait des actifs cachés. De l'argent déplacé entre des comptes sans que je le sache, et des dettes qu'il n'avait jamais révélées. Il est devenu clair que mon père avait manipulé non seulement moi, mais toute la famille pendant des années. Le fonds en fiducie, l'argent qu'il avait prétendu utiliser pour les frais médicaux de ma mère, rien de tout cela n'était allé là où il était censé aller. Tout n'était qu'un mensonge. J'étais furieuse. Mais en même temps, un poids s'est levé. Je n'étais pas seulement lésé par un membre de ma famille. J'étais trompé par un homme qui nous avait caché la vérité à tous. C'était plus gros que je ne le pensais, et je ne me défendais plus seulement. Je me préparais à riposter. Je ne m'y attendais pas, mais plus Maître Claire et moi creusions, plus le tissu de mensonges s'épaississait. Nous avons épluché chaque document financier que nous pouvions trouver. Relevé bancaire, déclaration de revenus, vieux dossiers, tout ce qui pouvait nous donner un aperçu de la vérité. Et puis nous l'avons trouvé, une enveloppe jaunie et poussiéreuse, enfouie au fond d'un des vieux classeurs de ma mère. Elle était étiquetée de son écriture, fonds en fiducie, frais médicaux. Mon cœur a raté un battement en ouvrant l'enveloppe, mes mains tremblant. À l'intérieur se trouvait un document détaillant un fonds en fiducie que ma grand-mère avait créé pour ma mère, destiné à couvrir les frais médicaux, d'un montant de 250 000 €. Il était censé aider au traitement de ma mère après son diagnostic de cancer, pour lui fournir un coussin pour ces derniers mois. Mais en parcourant le document, quelque chose clochait. Le fiduciaire, mon père, avait signé un document dissolvant la fiducie seulement 3 jours après les funérailles de ma mère. L'argent, au lieu d'être utilisé pour soulager ses souffrances ou aider avec les factures médicales, avait disparu dans la nature. Je l'ai relu, espérant me tromper, mais ce n'était pas le cas. Il avait utilisé cet argent à ses propres fins, pour ses entreprises, pendant que nous luttions pour joindre les deux bouts. L'argent même qui aurait pu alléger une si grande partie du fardeau que j'avais porté pendant des années, disparu. Et la réalité de la situation m'a frappé comme un coup de poing à l'estomac. Mon père, l'homme que j'avais respecté, s'est avéré n'être rien de plus qu'un menteur. Un homme mu par sa propre cupidité, se cachant derrière l'illusion de prendre soin de sa famille. Pendant des années, j'avais remboursé des dettes, m'épuisant au travail, pensant que je les aidais dans leurs difficultés. Pendant tout ce temps, il avait su qu'il y avait de l'argent qui nous attendait. De l'argent qui aurait pu nous sauver de la ruine financière, qui aurait pu m'éviter de sacrifier mon propre avenir. La trahison m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Les actions de mon père ont brisé tout semblant de confiance que j'avais encore en lui. Il ne m'avait pas seulement laissé tomber. Il m'avait délibérément trompé, cachant la vérité pour maintenir son contrôle sur moi. J'ai eu la nausée, trahi d'une manière que je n'aurais pas cru possible. Ce n'était plus une simple question de famille. Il s'agissait de l'argent, des mensonges et des années de manipulation que j'avais endurées. Le poids de la vérité était étouffant. Mais maintenant que je savais, je ne pouvais pas l'ignorer. Il était temps de le confronter. Et la colère que je ressentais n'était plus une tempête passagère. Elle était devenue une force motrice. Je ne pouvais pas laisser mon père s'en tirer comme ça. Avec toutes ces années de manipulation et de tromperie, j'avais tant donné de moi-même. Et maintenant, sachant ce que je savais, je n'allais pas reculer. J'ai appelé Maître Claire à la première heure le lendemain matin. Il est temps de riposter, lui ai-je dit, la voix posée mais résolue. Je le poursuis à mon tour. Il ne s'agit pas seulement du fonds en fiducie. Il s'agit de tout ce qu'il nous a fait. Avec les conseils de Maître Claire, j'ai engagé une avocate spécialisée dans les cas de fraude et de détournement de fonds. Elle s'appelait Maître Dubois, et elle avait le genre d'approche pragmatique dont j'avais besoin. Elle s'est immédiatement mise au travail pour rassembler des preuves,
extrayant chaque document financier que nous pouvions trouver pour monter un dossier contre mon père. Alors que nous passions au crible les archives, d'autres squelettes ont commencé à sortir du placard. L'ancien avocat de ma mère, un homme nommé Maître Bernard, avait tenu un registre détaillé de ses affaires. Et quand je l'ai contacté, il a accepté d'aider. Maître Bernard avait été chargé de gérer la succession de ma mère, et il avait conservé chaque document avec un soin méticuleux. Ce que nous avons découvert était choquant. Mon père avait effectué plusieurs transferts frauduleux, détournant de l'argent de compte qui aurait dû être utilisé pour le bien-être de notre famille. Il y avait des dettes impayées datant d'années qu'il avait ignorées, tout en se présentant comme un patriarche responsable. Et puis il y avait le fonds en fiducie, 250 000 € qui auraient pu couvrir des années de dépenses, de factures médicales et me soutenir pendant que je construisais ma vie, disparu. J'ai senti le pouvoir revenir entre mes mains. Au moment où j'ai vu les transferts frauduleux et les dettes impayées, j'ai réalisé à quel point il m'avait pris le contrôle. Mais maintenant, je le reprenais. Ma vie, mon avenir, enfin entre mes mains. Il ne s'agissait plus seulement de l'argent. Il s'agissait de réparer les torts, de reprendre ce qui m'appartenait. Je n'allais pas laisser mon père utiliser sa manipulation et sa cupidité pour détruire ce pourquoi j'avais travaillé. J'en avais assez fait pour eux. Maintenant, il était temps pour eux d'en assumer les conséquences. En regardant la pile de documents devant moi, un sentiment de clarté m'a envahi. Ce n'était que le début. À un moment où le tribunal a statué en ma faveur, c'est comme si un barrage avait cédé. Le monde de mensonges et de manipulations soigneusement construit par mon père a commencé à s'effondrer morceau par morceau. Les preuves de ses activités frauduleuses étaient irréfutables, et il est vite devenu évident pour tout le monde que son entreprise était au bord de la faillite. Ses dettes se sont accumulées et les créanciers ont commencé à frapper à des portes qu'ils ne pouvaient plus éviter. Le garage qui avait autrefois été la prétendue bouée de sauvetage de la famille a commencé à s'effondrer, incapable de se remettre de la mauvaise gestion financière qu'il avait permise. J'ai tout observé de loin. La désintégration rapide de tout ce que j'avais autrefois cru stable. L'entreprise à laquelle il s'était si fermement accroché n'était plus son salut. C'était sa chute. Sa honte était maintenant publique, et la communauté qu'il avait autrefois respectée a commencé à lui tourner le dos. Je pouvais presque sentir son désespoir à travers le téléphone quand il a appelé pour implorer de l'aide. Mais je suis restée silencieuse, laissant les conséquences de ses propres actions s'abattre sur lui. Pendant ce temps, ma propre vie évoluait de manière inattendue. Au travail, la promotion dont j'avais longtemps rêvé est arrivée. J'ai été reconnu pour mon travail acharné, pour la diligence et l'intégrité que j'avais mises dans ma carrière. Mon salaire a augmenté et cette reconnaissance a été ressentie comme une victoire, non seulement pour moi, mais pour la femme que j'étais devenue, la femme qui refusait d'être manipulée plus longtemps. Mon bureau est devenu mon sanctuaire, l'endroit où je pouvais enfin respirer, libéré du poids constant des attentes de ma famille. Mais autant ma carrière s'épanouissait, autant quelque chose en moi souffrait. Voir la chute de mon père, l'effondrement de la famille que j'avais autrefois essayé de protéger, était plus difficile que je ne l'avais imaginé. La vérité avait éclaté, et avec elle, tout ce que j'avais autrefois connu d'eux s'est effondré. Mon père, mon frère, la famille pour laquelle je m'étais tant battu, ils étaient partis. Et pourtant, le silence qui a suivi m'a paru étrangement libérateur. J'avais l'argent maintenant, les 250 000 € du fonds en fiducie, l'argent que mon père avait volé à ma mère et à moi. Avec cela, j'ai pris la décision de racheter la maison familiale avant la saisie. La maison qui avait autrefois symbolisé l'unité familiale, où nous nous étions tous réunis pour les vacances, les anniversaires, pour des moments de joie éphémères, m'appartenait maintenant. Mais il ne s'agissait pas seulement de récupérer un bien. Il s'agissait de récupérer ce qui m'appartenait de droit, à moi et à ma mère. Lorsque les documents ont été signés, j'ai ressenti un étrange sentiment de calme. La maison n'était plus un lieu lié au sacrifice passé, au poids des responsabilités que je n'avais jamais acceptées. Elle était devenue autre chose, un symbole de l'héritage de ma mère, un rappel de tout ce pourquoi je m'étais battu. L'avis d'expulsion a été signifié peu de temps après. Mon père et mon frère n'ont eu d'autre choix que de partir. Les regarder faire leur carton, c'était comme voir la dernière façade s'effondrer. Je n'ai ressenti ni satisfaction, ni culpabilité. J'ai simplement rien ressenti. Ils m'avaient poussé à ce point. Leur cupidité et leur manipulation avaient créé un gouffre désormais impossible à combler. Alors qu'ils s'éloignaient, leur visage vide de défaite, je suis resté ferme dans ma décision. Je n'allais pas être entraîné à nouveau dans leur toile de tromperie.
Mes actions avaient provoqué des ondes de choc dans la famille, un effet domino qui allait tout changer pour eux. Mais pour moi, c'était la conclusion dont j'avais besoin. La famille que j'avais autrefois essayé si désespérément de protéger avait disparu, et à leur place, je me retrouvais seul, enfin libre de reconstruire la vie que j'avais mise en suspens depuis trop longtemps. Et la maison ne semblait plus appartenir à ma famille. Elle me semblait être la mienne. Les murs, autrefois lourds de souvenirs de sacrifices, se dressaient maintenant comme le symbole d'un nouveau départ. J'ai décidé de louer la propriété, non pas à une autre famille qui en abuserait, mais à un jeune couple cherchant un nouveau départ. Ils attendaient un enfant, et je pouvais sentir leur espoir, leur enthousiasme à l'idée de créer un foyer. C'était exactement ce dont la maison avait besoin, une famille qui pourrait vraiment y construire quelque chose, pas la détruire. En leur remettant les clés, j'ai ressenti un sentiment de paix. La maison n'était plus le symbole de tout ce que j'avais abandonné. Elle était devenue un lieu où une vraie famille pourrait s'épanouir, une famille bâtie sur l'amour, pas sur l'obligation. L'héritage de ma mère, autrefois entaché par la cupidité de mon père, était enfin libéré. J'avais fait le bon choix. J'ai réfléchi à la transformation, non seulement de la maison, mais de moi-même. J'avais abandonné le besoin d'être tout pour tout le monde. Je n'étais plus la femme qui se sacrifierait. J'avais appris à la dure à vivre pour moi-même, à prendre le contrôle de mon propre destin. La douleur du passé persistait, mais elle ne me contrôlait pas. J'avais reconstruit ce qui avait été brisé. Et maintenant, avec la maison louée et mon avenir entre mes mains, je pouvais enfin respirer.